Elle m'a tendu les papiers du divorce la veille de notre anniversaire de mariage, souriant comme si elle venait de gagner au loto, me traitant de faible quand j'ai signé sans me battre, mais 3 mois plus tard, j'ai hérité de 8 millions d'euros de l'oncle qu'elle qualifiait d'inutile. Et c'est laquelle a débarqué à ma banque avec un avocat, toujours avec ce même sourire. Je m'appelle François Dubois, j'ai 59 ans et j'ai passé les 35 dernières années une clé à molette à la main et du cambouis sous les ongles, ayant bâti mon entreprise de plomberie à partir de rien, un robinet qui fuit à la fois. Marié depuis 22 ans à Catherine, nous avons élevé 2 enfants, Damien et Raphaël, et je pensais avoir tout fait correctement, payant les factures à l'heure, étant présent quand je le promettais. Ne haussant jamais la voix sauf si un apprenti était sur le point de s'électrocuter avec une perceuse mouillée, mais je suppose que ce n'était pas assez. L'enveloppe est arrivée un mardi, non pas remise en main propre avec un discours dramatique, mais simplement posée sur le comptoir de la cuisine à côté de la cafetière quand je suis rentré d'un chantier à Créteil. Une épaisse enveloppe Kraft du genre de celle qu'utilisent les avocats coûteux quand ils veulent vous faire comprendre que vous êtes fichu avant même de l'ouvrir. Catherine se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, portant ce blazer bleu marine qu'elle s'était offert au printemps dernier, celui qui coûtait plus cher que la mensualité de ma camionnette. « Tu devrais lire ça », a dit Catherine sans me regarder, d'une voix plate et répétée. J'ai pris l'enveloppe, j'en ai senti le poids, trop de pages pour que ce soit une bonne nouvelle. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Les papiers du divorce » a-t-elle répondu en se tournant enfin vers moi, « J'ai déposé la demande hier, la veille de notre anniversaire, ça semblait plus propre ainsi. » Mes mains se sont figées, l'enveloppe semblait soudain peser 1 tonne. « Plus propre » ai-je répété. « Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, François, a continué Catherine en lissant son blazer, j'ai tout gardé simple, un partage équitable, pas de bagarre, tu signes juste et nous pouvons tous les deux avancer. » Je l'ai regardée, vraiment regardée, cette femme que j'avais rencontrée lors d'une fête associative en 1993, qui avait ri à mes blagues terribles et ne se souciait pas que je sente la pâte à joint et le cuivre, mais ce n'était plus cette femme, cette personne devant moi était polie, distante. Comme si elle avait répété ce moment devant un miroir. « Tu as planifié ça » ai-je dit. « Nous nous éloignons depuis des années » a-t-elle répondu, « Tu le sais, je le sais, ceci ne fait qu'officialiser les choses. » J'ai ouvert l'enveloppe, parcouru la première page, la requête en divorce, mes yeux se sont arrêtés sur la date, déposée un jour avant notre 22e anniversaire alors que la réservation que j'avais faite au bistrot des Arts était toujours dans mon téléphone et que le bracelet que je lui avais acheté était emballé et caché dans ma caisse à outils au garage. « Je ne vais pas me battre contre ça » ai-je dit doucement en posant les papiers sur le comptoir. Catherine a cligné des yeux, surprise. « Tu ne vas pas non ?» J'ai attrapé un stylo dans le tiroir, feuilleté les pages et commencé à signer chaque page, chaque clause, chaque phrase juridique polie qui traduisait « tu ne vaux pas la peine de se battre ». Ma main n'a pas tremblé et cela semblait la déranger plus que tout. « C'est tout » a-t-elle demandé, « tu vas juste signer ?» J'ai levé les yeux vers elle. « À quoi t'attendais-tu, Catherine ? Des supplications ? Des larmes ? Tu as fait ton choix, je fais le mien. » Son visage s'est durci mais elle n'a pas répondu. J'ai fini de signer, glissé les papiers dans l'enveloppe et la lui étendue. « Je serai parti d'ici ce week-end » ai-je dit en passant devant elle vers l'escalier, et derrière moi je l'ai entendu expirer, quelque chose entre le soulagement et la déception, mais je ne me suis pas retourné, ne lui donnant pas la satisfaction de voir ce qu'elle pensait voir. Le vendredi, j'étais parti. L'appartement que j'avais loué n'avait rien de spécial, un 3 pièces au 3e étage sans ascenseur dans une banlieue, au-dessus d'une laverie qui bourdonnait jusqu'à minuit et d'un tabac qui vendait des jeux à gratter et du café rassis. La moquette était usée par endroits, le réfrigérateur faisait des bruits d'agonie et le robinet de la salle de bain goûtait peu importe à quel point je le serrais, ironique compte tenu de mon métier, mais je l'ai laissé tranquille car cela me rappelait que je respirais encore. J'avais déjà fait mes valises 2 semaines avant que Catherine ne me donne ses papiers, appelez ça de l'intuition ou du bon sens, mais quand votre femme commence à rentrer à la maison en sentant une eau de Cologne qui n'est pas la vôtre, vous commencez à faire des plans de secours. 3 sacs de sport, une caisse à outils, le vieux fauteuil de mon père et une lampe achetée dans un vide-grenier il y a 15 ans, c'était tout le reste, la maison, les meubles, la vie que nous avions construite, je l'ai laissé garder, non pas par générosité, mais parce que je ne voulais pas me battre pour des choses qui ne comptaient plus. Damien m'a appelé le lendemain de mon déménagement, la voix de mon fils au téléphone était tendue et confuse. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé bon sang ?» a demandé Damien.
Ta mère et moi divorçons, ai-je dit en posant la clé à molette que j'utilisais pour resserrer l'évier de la cuisine dans mon nouvel endroit. Elle a déposé la demande, j'ai signé, c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est tout ce qu'il y a à savoir, a répété Damien, la voix montant, vous avez été mariés plus de 20 ans, tu ne pars pas juste comme ça comme si de rien n'était. Je ne suis pas parti, fils, ai-je répondu calmement, ta mère l'a fait, je respecte juste sa décision. Il y eut un silence à l'autre bout, puis Damien parla de nouveau, plus durement cette fois. Maman dit que tu as abandonné, que tu n'as même pas essayé de te battre pour votre mariage. J'ai fermé les yeux, sentant la brûlure familière de la frustration dans ma poitrine, bien sûr qu'elle a dit ça. Ta mère peut dire ce qu'elle veut, Damien, je ne vais pas discuter sa version des faits, tu as 28 ans, tu découvriras la vérité par toi-même. Alors c'est tout, tu as juste fini, a insisté mon fils. Ouais, ai-je dit doucement, j'ai fini. Il a raccroché sans dire au revoir. Je suis resté là dans ma cuisine exiguë, le téléphone dans une main, la clé à molette dans l'autre, et je me suis demandé combien de temps il faudrait avant qu'il réalise que je n'étais pas le méchant dans cette histoire. Raphaël a appelé 2 jours plus tard, la voix de ma fille était plus douce, plus mesurée, elle travaillait dans un cabinet d'avocats en centre-ville, voyait des documents comme ceux-ci chaque semaine, comprenait la mécanique de la dissolution même si elle ne comprenait pas le pourquoi. « Papa, tu vas bien ?» a demandé Raphaël. « Je vais bien, ma chérie, lui ai-je dit, le pensant plus que je ne l'espérais. Maman raconte à tout le monde que tu as juste démissionné, a-t-elle dit prudemment, que tu ne voulais même pas en parler. Qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Raphaël fit une pause. Je pense qu'il y a plus dans cette histoire qu'elle ne le dit. Fille intelligente, elle l'avait toujours été. Tu as raison, ai-je dit, mais ce n'est pas ton fardeau à porter, c'est entre moi et ta mère. Je t'aime, papa, a dit Raphaël doucement. Je t'aime aussi, Raphaël, plus que tu ne le sais. Quand elle a raccroché, je me suis assis dans le vieux fauteuil de mon père et j'ai fixé le plafond taché d'eau, le goutte-à-goutte du robinet de la salle de bain résonnait dans le silence, et pour la première fois depuis des semaines. J'ai souri parce que je savais quelque chose que Catherine ne savait pas, je savais attendre. Catherine n'a pas perdu de temps pour construire son nouveau récit. Une semaine après mon départ, ses réseaux sociaux sont devenus une galerie soigneusement organisée de sa libération, des photos d'elle au salon de coiffure qu'elle gérait, entourée de clientes souriantes et de produits coûteux. Des photos d'une dégustation de vin en ville où elle posait avec des gens que je n'avais jamais vus auparavant. Une publication la montrait sur le bateau de quelqu'un, coupe de champagne levée, la légende lisant un nouveau chapitre, nouvelle énergie, et les commentaires affluaient comme des applaudissements, tu mérites ça, enfin vivre ta vérité, rayonnante. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas réagi, j'ai juste regardé de loin, de la façon dont on regarde un orage se former à l'horizon, on ne court pas vers lui, on s'assure juste que ses fondations sont solides. Ce qu'elle ne postait pas, c'étaient les fissures qui se formaient dans son image parfaite. Raphaël a mentionné lors d'un de nos cafés hebdomadaires que Catherine posait des questions sur mon emploi du temps, où je vivais, si j'avais déjà engagé un avocat. Ma fille était assise en face de moi à la brasserie près de mon appartement, remuant le sucre dans son café avec une expression troublée. Elle est nerveuse, papa, a dit Raphaël doucement. Je peux savoir à propos de quoi, ai-je demandé en coupant une pile de crêpes. À propos de toi, a répondu Raphaël, elle s'attendait à ce que tu t'effondres, à ce que tu l'appelles, que tu supplies, quelque chose, mais tu ne l'as pas fait, et maintenant elle ne sait pas ce que tu penses. J'ai pris une gorgée de café, pesant mes mots avec soin. Ce que je pense ne la regarde plus. Papa, Raphaël s'est penché en avant, baissant la voix, il y a autre chose, j'ai vu des documents au cabinet hier, l'avocat de maman a déposé une motion pour revoir le partage des biens, ils prétendent que tu avais des revenus commerciaux cachés pendant le mariage. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. C'est un mensonge. Je sais, a dit Raphaël, mais ils vont à la pêche, essayant de trouver quelque chose à utiliser comme levier. J'ai posé ma fourchette, regardé ma fille, 25 ans, vive comme l'éclair, voyant déjà le jeu pour ce qu'il était. Laisse-les pêcher, ai-je dit calmement, ils ne trouveront rien parce qu'il n'y a rien à trouver. Et pour l'oncle Léonard, a demandé soudainement Raphaël, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je me suis figé. Léonard, le frère de ma mère, l'homme qui avait bâti un empire dans la fourniture de plomberie à partir de rien et passé la dernière décennie à vivre comme un ermite dans une grande propriété en Sologne. Nous étions restés en contact au fil des ans, des visites tous les quelques mois, des appels téléphoniques pendant les vacances.
Catherine l'avait toujours rejeté comme excentrique et inutile. Quoi à propos de lui, ai-je demandé prudemment. Sa santé, a dit Raphaël, j'ai entendu par tante Marguerite qu'il ne va pas bien, et je sais que tu lui rends visite plus que tu ne le dis aux gens. J'ai soutenu le regard de ma fille. Léonard est mon oncle, je lui rends visite parce que je tiens à lui, pas parce que j'attends quoi que ce soit. Raphaël a hoché la tête lentement, mais quelque chose dans ses yeux me disait qu'elle comprenait plus qu'elle ne le disait. Sois juste prudent, papa, maman surveille tout ce que tu fais maintenant. Laisse-la regarder, ai-je répondu en finissant mon café, elle ne verra ce qui compte que lorsqu'il sera trop tard. Nous nous sommes séparés devant la brasserie. Alors que je retournais à mon appartement, mon téléphone a vibré, numéro inconnu. J'ai répondu. Monsieur Dubois, ici maître Vincent Hérault, notaire chargé de la succession de monsieur Léonard. Je vous appelle pour vous informer que votre oncle est décédé hier matin, j'aimerais fixer un rendez-vous pour discuter de son testament, vous êtes désigné comme légataire universel. Je me suis garé sur le côté de la route, agrippant le volant. Tout venait de changer. 3 mois, c'est le temps qu'il a fallu entre le moment où Catherine a demandé le divorce et l'appel téléphonique qui allait tout réécrire. 90 jours de silence, à la laisser penser qu'elle m'avait déjoué, à la regarder construire une vie qu'elle pensait hors de ma portée, 90 jours à faire mes tournées, réparer des tuyaux cassés, garder la tête basse et attendre. Le bureau de Maître Hérault était dans le 8e arrondissement, au 4e étage d'un immeuble haussmannien qui sentait l'argent ancien et l'acajou poli. Le notaire lui-même avait la cinquantaine, cheveux gris, costume impeccable, le genre d'homme dont les honoraires valent chaque centime. Monsieur Dubois, a dit Vincent en me serrant fermement la main, merci d'être venu si rapidement, asseyez-vous je vous en prie. Je me suis assis en face de son bureau, les mains jointes sur mes genoux. Vincent a ouvert un dossier en cuir, en a sorti plusieurs documents. Votre oncle Léonard a été très précis dans ses instructions, a commencé Vincent, il vous lègue l'intégralité de son patrimoine. Pas de conditions, pas de fiducie complexe, pas de complications, tout vous est transféré directement après règlement de la succession. De combien parle-t-on, ai-je demandé. Vincent a glissé un papier sur le bureau. Actifs liquides totaux, portefeuille d'investissement et le produit de la vente de son entreprise manufacturière. Cela s'élève à 8 millions d'euros net. Le chiffre s'est posé entre nous comme un câble sous tension. 8 millions. Je vivais avec 40 000 euros par an, réparant des toilettes et remplaçant des chauffe-eau, et maintenant j'étais assis dans un bureau où l'on me disait que j'étais multimillionnaire. Le timing, ai-je dit lentement, est important. Vincent a hoché la tête. Je suis au courant de votre récente procédure de divorce, le jugement a été prononcé il y a 2 semaines, exact? Exact, ai-je confirmé. Alors cet héritage est entièrement séparé de tout bien matrimonial, a expliqué Vincent, votre ex-femme n'a absolument aucun droit légal dessus. Votre oncle s'est assuré que la chronologie soit documentée, il planifiait cela depuis des mois, attendant le bon moment. Je me suis adossé à ma chaise, assimilant l'information. Léonard savait. D'une manière ou d'une autre, il avait su ce que Catherine planifiait avant moi. Ses visites, ses longues conversations sur la famille et la loyauté, il m'avait préparé sans que je m'en rende compte. Il y a encore une chose, a continué Vincent, votre oncle a laissé une lettre scellée pour vous, il a demandé que je vous la remette personnellement. Il m'a tendu une enveloppe, mon nom écrit de la main tremblante de Léonard sur le devant. Je l'ai ouverte soigneusement, déplié la page unique à l'intérieur. François, disait la lettre, si tu lis ceci, c'est que tout s'est passé comme je le soupçonnais. Ta femme n'a jamais vu ta valeur, elle a vu un homme simple avec des mains sales et un revenu modeste. Elle n'a pas vu la force, l'intégrité, la patience qui font la vraie richesse d'un homme. Je te laisse tout parce que tu es le seul qui m'ait jamais rendu visite sans rien vouloir en retour. Utilise cet argent sagement, protège-toi, et quand elle reviendra, et elle reviendra, ne la laisse rien te prendre de plus. Tu lui as déjà assez donné. Léonard. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans l'enveloppe et j'ai regardé Vincent. Que dois-je faire pour protéger ça? Nous allons établir des comptes séparés immédiatement, des barrières juridiques, tout documenté et horodaté. Le temps que quiconque réalise ce qui s'est passé, ce sera intouchable. Je me suis levé, lui ai serré la main. Commençons. En sortant de ce bureau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas du soulagement, pas de la satisfaction, juste un contrôle calme et délibéré. Le SMS est arrivé en premier, court,
décontracté, comme si nous étions de vieux amis prenant des nouvelles. Salut, j'ai entendu dire que tu étais au Grand Bistrot la semaine dernière, j'espère que tu vas bien. J'ai fixé le message pendant une minute entière avant de l'effacer sans répondre. Catherine allait à la pêche, testant si je mordrais. Je ne l'ai pas fait. 2 jours plus tard, elle a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie. Sa voix était plus légère que je ne l'avais entendue depuis des années, presque enjouée. François, c'est moi. Je voulais juste prendre des nouvelles, nous devrions parler, il y a des choses dont nous devons discuter à propos des enfants, rappelle-moi. Les enfants avaient 28 et 25 ans, ils n'avaient pas besoin que nous discutions de quoi que ce soit à leur sujet, c'était de la reconnaissance. Je n'ai pas rappelé. Puis vint l'embuscade. J'étais à la BNP pour rencontrer un banquier privé que Vincent m'avait recommandé pour aider à gérer les comptes, quand j'ai surpris un reflet dans la paroi vitrée de la salle de conférence, un blazer bleu marine, cette posture travaillée, et à côté d'elle, un homme en costume gris portant une serviette en cuir. Je me suis tourné lentement. Catherine se tenait dans le hall de la banque avec son avocat, Maître Dumont, affichant tous deux des expressions qui essayaient de paraître décontractées mais atterrissaient quelque part entre prédateurs et désespérés. François, a dit Catherine en s'approchant avec son sourire signature, le même qu'elle portait quand elle voulait quelque chose, quelle coïncidence, je ne savais pas que tu avais tes comptes ici. Ce n'est pas le cas, ai-je répondu d'un ton égal. Que veux-tu, Catherine? Maître Dumont s'est avancé, tendant la main, je ne l'ai pas serrée. Il l'a retirée avec fluidité, nullement découragé. Monsieur Dubois, je suis Maître Dumont, je représente votre ex-femme. Nous espérions avoir une brève conversation pour revoir les termes de votre règlement de divorce. Le divorce est définitif, ai-je dit en gardant ma voix calme, il n'y a rien à revoir. Eh bien, a continué Dumont avec une onctuosité répétée, compte tenu de certains changements dans votre situation financière, nous pensons qu'un amendement serait approprié, équitable même. Ils savaient donc. D'une manière ou d'une autre, ils avaient découvert l'héritage, probablement par des publications légales ou des connaissances communes. La question était de savoir combien ils savaient et combien ils devinaient. Le sourire de Catherine s'est légèrement élargi. François, allez, nous avons été mariés pendant 22 ans, ne penses-tu pas qu'il est juste que nous partagions une bonne fortune inattendue, surtout quand cela implique de l'argent de famille? J'ai fouillé dans la poche de ma veste, sorti une carte de visite et l'ai tendue à Dumont. Les coordonnées de Maître Vincent Hérault en lettres gaufrées. Toutes vos questions peuvent passer par mon notaire, ai-je dit calmement. Dumont a pris la carte, son sourire se crispant, il a reconnu le nom. Vincent Hérault n'était pas n'importe quel juriste, c'était le genre qui apparaissait quand les affaires étaient sérieuses. François, a dit Catherine, sa voix perdant un peu de sa chaleur, tu veux vraiment faire ça? Rendre ça conflictuel? Je l'ai regardé pleinement. Tu as rendu ça conflictuel quand tu as déposé ces papiers il y a 3 mois, que tu m'as souri et que tu es parti avec tout. Je ne fais que protéger ce qui est à moi maintenant. Son visage s'est durci. Dumont a posé une main sur son bras, signalant la retraite. Nous vous contacterons, monsieur Dubois. Ils sont partis. Je suis retourné dans la salle de conférence et nous avons continué à configurer des comptes que Catherine ne toucherait jamais. La motion pour rouvrir le règlement du divorce est arrivée 2 semaines plus tard, une épaisse enveloppe livrée par coursier. Maître Dumont avait élaboré des arguments sur des actifs non divulgués, des réclamations de détresse émotionnelle, prétendant que j'avais caché ma relation avec Léonard. De la fiction créative, bien écrite, totalement infondée. Vincent et moi nous sommes rencontrés pour examiner le dossier. Il a étalé les pages sur sa table de conférence comme s'il disséquait un argument mal construit. Il tente le tout pour le tout, a dit Vincent en tapotant un paragraphe avec son stylo, cela repose sur la preuve que vous connaissiez l'héritage pendant le mariage. Peuvent-ils le prouver? Non, ai-je dit, parce que je ne le savais pas, Léonard ne me l'a jamais dit. Mais vous lui rendiez visite régulièrement, a noté Vincent. Parce qu'il était de la famille, ai-je répondu. Catherine a refusé de venir après la première année, elle disait qu'il lui donnait la chair de poule. Vincent a pris des notes. Nous allons documenter cela. Je veux introduire des preuves que votre ex-femme a spécifiquement demandé la clause sur les biens futurs dans l'accord de divorce. Il a sorti le règlement original avec les notes manuscrites de Catherine dans les marges. Une section était surlignée, son écriture claire, tout revenu futur, héritage et acquisition restent la propriété séparée des parties respectives.
Elle a écrit ça elle-même, a expliqué Vincent, elle a insisté là-dessus pour protéger les revenus de son salon de coiffure, elle ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Au cours de la semaine suivante, Vincent a assemblé des preuves dévastatrices, relevés bancaires montrant que la planification successorale de Léonard avait commencé 18 mois avant le divorce, lettres notariées documentant mes visites, échanges de mails prouvant que j'ignorais ses plans. La pièce maîtresse était une vidéo que Léonard avait enregistrée 6 mois avant sa mort. Vincent l'a jouée dans son bureau. Léonard était assis dans sa bibliothèque, la voix faible mais assurée. Je laisse tout à François parce qu'il est la seule personne qui m'ait rendu visite sans rien attendre en retour, disait Léonard sur l'enregistrement. Sa femme Catherine a clairement montré son mépris pour moi, me traitant de dépassé, d'inutile. François ne l'a jamais fait. Il s'est assis avec moi, a écouté, a réparé des choses sans qu'on le lui demande. C'est le genre d'homme qui mérite ce que j'ai bâti. La vidéo s'est terminée, le silence a rempli la pièce. Ils ne peuvent pas contester ça, ai-je dit. Non, a convenu Vincent, ils ne peuvent pas. La contre-motion a été déposée 3 jours plus tard. Maître Dumont a appelé Vincent quelques heures après. Leur conversation a été brève. Dumont a retiré la motion. Pas d'audience, pas d'argument, pas de seconde chance. Catherine avait perdu avant d'avoir commencé. Ce soir-là, j'ai ouvert une bière dans mon appartement. Pas de célébration, juste une reconnaissance. La bataille que je n'avais pas voulu était terminée. Raphaël m'a appelé un dimanche matin, sa voix tendue par quelque chose entre la colère et la trahison. Papa, il faut qu'on parle. Tu peux me rejoindre à la brasserie. 20 minutes plus tard, je me glissais sur la banquette en face d'elle. Ma fille avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, sa tasse de café agrippée comme une bouée de sauvetage. Maman a menti, a dit Raphaël sans préambule, surtout. J'ai attendu, la laissant trouver les mots. Je passais en revue de vieux dossiers au cabinet, a continué Raphaël, la voix tremblant légèrement, document de succession, registre. Papa, j'ai trouvé une correspondance entre l'avocat de l'oncle Léonard et notre cabinet. C'est daté d'il y a 2 ans avant le divorce. Mon estomac s'est noué. Quel genre de correspondance? Des questions sur le droit des successions, spécifiquement sur la protection des actifs contre les réclamations matrimoniales, a expliqué Raphaël. L'oncle Léonard planifiait ça bien avant que maman ne dépose la demande, il savait ce qu'elle faisait. Qu'est-ce que tu veux dire par ce qu'elle faisait, ai-je demandé prudemment. Raphaël a sorti son téléphone, fait défiler des photos, puis a tourné l'écran vers moi. Relevé bancaire, reçu de cartes de crédit, tous au nom de Catherine. Des débits dans des restaurants coûteux où je n'étais jamais allé, des chambres d'hôtel à Paris, des reçus d'une bijouterie pour des articles pour hommes que je n'avais jamais reçus. Elle avait une liaison, papa, a dit Raphaël doucement, avec Grégoire Thomas, ton ancien partenaire d'affaires du fournisseur. Le nom m'a frappé comme une douche froide. Grégoire Thomas. Le type que j'avais aidé à obtenir sa licence d'entrepreneur il y a 15 ans, le type qui empruntait ma camionnette quand la sienne tombait en panne, le type qui avait été à nos barbecues et anniversaires. Depuis combien de temps, ai-je réussi à demander? Au moins 2 ans, a répondu Raphaël, peut-être plus. J'ai trouvé des SMS entre elle et lui remontant à avant qu'elle ne demande le divorce. Elle prévoyait de te quitter pour lui. Le divorce n'était pas une question d'éloignement, papa. C'était pour elle une mise à niveau. Je me suis adossé à la banquette, assimilant toutes ces soirées tardives au salon, les conférences qui ne semblaient jamais avoir de suite. La façon dont elle avait commencé à s'habiller différemment, à parler différemment. Elle n'évoluait pas, elle passait une audition pour une vie différente. Est-ce que Damien sait, ai-je demandé. Raphaël a secoué la tête. Pas encore. Il la défend toujours. Il pense toujours que tu as abandonné sans essayer. Peut-être qu'il est temps qu'il sache la vérité, ai-je dit. Il y a plus, a ajouté Raphaël, sa voix baissant, maman perd de l'argent rapidement. Le salon est endetté. Elle a contracté des prêts sur sa part de la maison pour investir dans une entreprise avec Grégoire. Ça a échoué. Elle se noie, papa. C'est pour ça qu'elle s'en est prise à ton héritage. Elle est désespérée. J'ai regardé ma fille, vu la douleur dans ses yeux. Elle découvrait que sa mère n'était pas celle qu'elle pensait être, que le récit que Catherine vendait était une fiction. Je suis désolé que tu aies dû découvrir ça, ai-je dit doucement. Moi non, a répondu Raphaël fermement, j'avais besoin de savoir la vérité.
Et Damien aussi. Ce soir-là, Raphaël a appelé son frère. Je n'étais pas à l'appel, mais elle m'a dit plus tard que Damien était resté silencieux quand elle a exposé les preuves, la liaison, les mensonges financiers, le timing calculé du divorce. Quand il a finalement parlé, sa voix était différente, plus dure. 2 jours plus tard, Damien s'est présenté à mon appartement à l'improviste. Il se tenait dans l'encadrement de ma porte, les mains fourrées dans ses poches, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 48 heures. « Je suis désolé, papa, a dit Damien, la voix rauque, je l'ai cru. Je pensais que tu avais juste abandonné. Entre, fils, ai-je dit en m'écartant. Nous nous sommes assis dans mon petit salon, le silence lourd entre nous. Finalement, Damien a parlé. Elle nous a tous joué, a-t-il dit, elle s'est faite passer pour la victime, a fait de toi le lâcheur. Et j'ai marché. Tu as cru ta mère, ai-je répondu, ce n'est pas un crime. Ça l'est quand on a tort, a dit Damien en me regardant directement, quand on accuse son père d'être faible alors qu'il était juste décent. Je me suis penché, j'ai agrippé son épaule. On est bon, Damien. On est bon. Mon fils a hoché la tête, mais je pouvais voir la colère bouillir sous son calme. Pas contre moi. Contre Catherine, contre les mensonges, contre la manipulation. La famille se fracturait selon de nouvelles lignes maintenant, et cette fois, c'était la vérité qui faisait la scission. Le monde soigneusement construit de Catherine a commencé à s'effondrer plus vite qu'elle ne pouvait le reconstruire. Dans la semaine suivant la découverte de la vérité par Raphaël et Damien, les publications sur les réseaux sociaux ont cessé. Les photos de champagne, les légendes sur l'émancipation, la vie mise en scène, tout s'est tu. J'ai appris par Raphaël que Grégoire Thomas avait quitté la ville, déménagé dans le sud sans prévenir, laissant Catherine avec les dettes de leur entreprise ratée et aucune explication. L'homme pour qui elle avait troqué 22 ans de mariage avait disparu dès que les choses étaient devenues difficiles. Le salon qu'elle gérait a été vendu à une chaîne régionale. Catherine ne s'est pas vue proposer de poste de direction dans la transition, elle a été licenciée avec une indemnité de 2 semaines et une lettre polie la remerciant pour ses services. Son appartement, celui dans la tour moderne avec vue qu'elle affichait si fièrement, a été mis en location. Elle avait pris du retard sur le loyer, ne pouvait plus suivre le train de vie qu'elle affichait. Je n'ai pris aucun plaisir à tout cela, mais je n'ai pas eu pitié d'elle non plus. Raphaël me tenait au courant, non par commérage, mais parce qu'elle pensait que je devais savoir. Maman a emménagé chez tante Patricia, m'a dit Raphaël autour d'un café un après-midi, elle demande de l'argent à tout le monde. Alors, elle traverse une mauvaise passe, ai-je dit. Est-ce le cas, ai-je demandé. Elle traverse les conséquences de ses choix, a corrigé Raphaël. C'est différent. Damien avait complètement cessé de prendre les appels de Catherine, la trahison était trop profonde. Il avait construit sa relation avec sa mère sur la confiance et elle l'avait anéantie avec des mensonges. Quand elle essayait de le joindre via les réseaux sociaux, il la bloquait. Quand elle se présentait à son bureau, la sécurité l'escortait dehors. J'ai fini d'être son filet de sécurité, m'a dit Damien quand nous nous sommes rencontrés pour déjeuner un jour, elle a fait son lit, qu'elle se couche dedans. Je comprenais sa colère, mais une partie de moi s'inquiétait de voir l'amertume prendre racine. Ne laisse pas ces erreurs te transformer en quelqu'un que tu n'es pas, ai-je conseillé, tu peux couper les ponts sans porter de haine. Damien a considéré cela puis a hoché la tête lentement. Tu vaux mieux que moi, papa. Je ne sais pas comment tu es resté calme à travers tout ça. Je n'étais pas calme, ai-je admis, j'étais juste patient. Il y a une différence. Le tournant est venu quand l'avocat de Catherine, maître Dumont, s'est retiré de son dossier. Raphaël a trouvé le document au travail. Une simple motion citant des différends irréconciliables avec la cliente. Traduction, Catherine ne pouvait pas le payer et son dossier n'avait aucun mérite. Sans représentation légale, sans argent, sans Grégoire et sans le soutien de ses enfants, Catherine était seule avec la réalité qu'elle avait créée. Puis vint la lettre, manuscrite, livrée à mon appartement dans une enveloppe simple. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture immédiatement. François, commençait la lettre, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai détruit, mais je demande quand même. Pas pour de l'argent, pas pour une réconciliation, juste pour une chance d'expliquer, de m'excuser, de reconnaître que j'avais tort sur tout, sur toi, sur nous, sur ce qui comptait. J'ai jeté quelque chose de réel pour quelque chose qui semblait plus brillant, et maintenant je n'ai rien.
Je ne demande pas le pardon, je veux juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai perdu. Catherine. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement, placée dans le tiroir avec tous les autres documents juridiques et je l'ai fermée. Certaines excuses arrivent trop tard, non pas parce qu'elles ne sont pas sincères, mais parce que la personne qui les reçoit a déjà avancé. Le passé n'a de valeur que si vous y vivez encore. Ce n'était pas mon cas. Ce soir-là, Vincent a appelé avec des nouvelles. La succession de Léonard est finalisée, a-t-il dit, tous les actifs sont transférés, la fiducie est active, tout est verrouillé. Bien, ai-je dit. Il y a encore une chose à ajouter Vincent, la déposition vidéo de Léonard a été soumise aux archives départementales dans le cadre de la documentation de la succession. C'est un dossier public maintenant. N'importe qui peut y accéder. Ce qui signifiait que n'importe qui pouvait entendre les mots de Léonard sur Catherine, sur son mépris, sur son rejet de la famille. Ce n'était pas une vengeance, c'était juste la vérité préservée dans la voix d'un vieil homme, disponible pour quiconque serait assez curieux pour regarder. J'ai remercié Vincent et raccroché. Je suis resté près de ma fenêtre à regarder la circulation en bas. Ma vie était plus petite maintenant en mètres carrés, mais plus grande de toutes les manières qui comptaient. J'avais retrouvé mes enfants, j'avais mon intégrité, j'avais 8 millions d'euros que je n'avais jamais attendus et la paix qui vient du fait de savoir que je n'avais rien fait de mal. Catherine avait tout ce qu'elle pensait vouloir, et cela lui avait coûté tout ce qui comptait vraiment. L'appel est arrivé un jeudi matin de novembre. Numéro inconnu, indicatif de la région parisienne. Monsieur Dubois. Ici Patricia Lecomte du cabinet Lecomte et Associés. J'appelle concernant une réclamation contre la succession de Léonard. Une femme nommée Diane prétend être la fille de Léonard d'une relation précédente. Elle conteste le testament. Je me suis redressé. Léonard n'avait jamais mentionné de fille. C'est courant dans ces situations, a répondu Patricia, elle a des documents, un certificat de naissance, des lettres, des photos. Son avocat dépose une contestation formelle. J'ai appelé Vincent immédiatement. Ça arrive plus souvent que tu ne le penses, a-t-il dit, des parents éloignés apparaissent quand de l'argent est en jeu. Nous devrons vérifier ces affirmations et protéger ton héritage. Au cours des semaines suivantes, Diane est devenue réelle. Elle avait 43 ans, vivait près de Lille. Léonard avait eu une brève relation avec sa mère au début des années 80. Quand la grossesse a été découverte, il a fourni un soutien financier mais a maintenu ses distances. La question, a expliqué Vincent, est de savoir si Léonard l'a intentionnellement exclu ou s'il n'a simplement pas mis à jour son testament. Il était méticuleux, ai-je argumenté, s'il voulait qu'elle soit incluse, elle l'aurait été. La bataille juridique a traîné pendant 3 mois, déposition, examen de documents, enquête. L'avocat de Diane m'a dépeint comme le neveu opportuniste qui avait isolé Léonard de sa vraie famille. Raphaël a assisté aux audiences avec moi. C'est ce que maman espérait qu'il se produise, a-t-elle observé, que l'héritage devienne un cauchemar. Peut-être ai-je admis, mais je n'abandonne pas ce que Léonard voulait que j'aie. La percée est venue de la gouvernante de longue date de Léonard. Elle a apporté une boîte de lettres. Des lettres de la mère de Diane remontant à des décennies, demandant de l'argent, faisant des menaces, et les réponses de Léonard, polies mais fermes. Il avait fourni une pension alimentaire, payé les études de Diane, mais avait été clair sur le fait qu'il ne voulait pas de relation au-delà de l'obligation financière. La dernière lettre, vieille de 5 ans, venait de Diane elle-même. Elle avait demandé à Léonard un prêt commercial. Il avait refusé, expliquant qu'il avait déjà rempli ses obligations. Vincent les a présentées au tribunal. Léonard savait pour Diane. Il a pourvu à ses besoins tout au long de son enfance et de sa jeune vie adulte, mais il a choisi de laisser son patrimoine à François Dubois, le neveu qui a réellement maintenu une relation avec lui. C'était une décision éclairée et délibérée. Le juge a statué en ma faveur. La réclamation de Diane a été rejetée. En sortant, je me sentais épuisé mais justifié, non pas parce que j'avais gagné de l'argent, mais parce que les souhaits de Léonard avaient été respectés. Frais juridiques, ai-je demandé à Vincent. Environ 300 000, a-t-il répondu. Ça valait le coup pour honorer ce que Léonard voulait. Ce soir-là, Diane m'a appelé directement. Sa voix était fatiguée. Je ne m'excuse pas. Je croyais avoir droit à quelque chose. Tu as eu quelque chose, ai-je répondu, Léonard s'est assuré que tu sois éduqué,
soutenu. Mais l'héritage n'est pas une question de biologie, c'est une question de lien. Elle est restée silencieuse. Il tenait vraiment à toi, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit simplement, et je tenais à lui. Nous avons raccroché sans animosité, deux personnes qui s'étaient battues pour l'argent d'un vieil homme et avaient découvert que ce n'avait jamais vraiment été à propos de l'argent. 8 mois après la mort de Léonard, je me tenais devant le centre communautaire Léonard, regardant les équipes de construction finir le bâtiment. La plaque lisait « Centre de formation Léonard », dédié à l'enseignement des métiers et à la construction d'avenir. J'avais utilisé 2 millions de l'héritage pour établir cet endroit, un centre de formation pour les jeunes intéressés par la plomberie, l'électricité, la menuiserie, des bourses pour ceux qui ne pouvaient pas payer les frais de scolarité. Des programmes de placement professionnel avec des entrepreneurs locaux. Raphaël se tenait à côté de moi. Il aurait adoré ça, a-t-elle dit doucement. Je l'espère, ai-je répondu. Mon entreprise s'était agrandie, 3 plombiers de plus, 2 nouvelles camionnettes, des contrats commerciaux. Non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'aimais le travail, construire quelque chose, réparer des choses. Damien a rejoint l'entreprise il y a 6 mois après des années dans la gestion commerciale, il a décidé qu'il voulait quelque chose de plus tangible. Nous travaillions ensemble 3 jours par semaine et je lui enseignais tout ce que Léonard m'avait appris. Je suis désolé d'avoir douté de toi, papa, a dit Damien un après-midi en remplaçant une canalisation principale. Désolé d'avoir cru son histoire au lieu de te faire confiance. C'est de l'histoire ancienne, lui ai-je dit, tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Catherine avait disparu de nos vies. Aux dernières nouvelles, elle était dans le sud, travaillant dans le commerce de détail, repartant de zéro. Je ne ressentais aucune satisfaction dans sa chute, mais aucune sympathie non plus. La maison que nous avions partagée a été vendue aux enchères. Je suis passé devant une fois. Une jeune famille l'avait achetée, une balançoire dans le jardin, des jouets sur la pelouse. La vie continue. Je ne me suis jamais remarié. J'ai eu quelques rendez-vous occasionnels, rien de sérieux. À 60 ans, j'avais appris que la solitude n'est pas l'isolement. J'avais mon travail, mes enfants, mon centre communautaire, mon café du mardi matin avec des amis entrepreneurs. Raphaël s'est marié au printemps. Quand elle m'a serré dans ses bras après, elle a chuchoté « Merci de m'avoir montré à quoi ressemble l'intégrité. » Cela valait plus que n'importe quel héritage. Un dimanche matin, en lisant le journal, j'ai remarqué un petit article. La chaîne de salon local dépose le bilan. La société qui avait acheté le salon de Catherine s'était effondrée. J'ai pensé à appeler Raphaël, puis j'ai décidé de ne pas le faire. Les échecs de certaines personnes ne valent pas la peine d'être suivis. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au centre communautaire, marché à travers les ateliers où les étudiants apprenaient à fileter des tuyaux et installer des appareils, les regardant lutter, réussir, apprendre les mêmes leçons que Léonard m'avait enseignées. Un gamin, peut-être 19 ans, se battait avec un raccord têtu. Je me suis approché, lui ai montré la technique que Léonard m'avait montrée il y a 40 ans. Là, ai-je dit quand ça a cliqué. Tu sens ça? Ouais, le gamin a souri. J'ai compris. Bien. Maintenant refais-le jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin d'y penser. Je l'ai laissé s'entraîner. Je suis sorti dans le soleil de l'après-midi. Ma camionnette était garée tout près, cabossée et fiable. Mon téléphone a vibré avec un message de Damien concernant des commandes de fourniture. C'était ma vie maintenant, plus petite que ce que Catherine avait voulu, plus grande que ce à quoi je m'attendais, bâtie sur des fondations qui ne pouvaient pas être ébranlées parce qu'elles étaient faites de compétences, d'honnêteté et de relations qui comptaient. Léonard m'avait donné 8 millions. Mais le véritable héritage était la leçon sous cette richesse, que la richesse sans caractère n'est que des chiffres sur du papier. Que parfois, les gens qui partent vous font la plus grande faveur de votre vie. Je suis monté dans ma camionnette, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit vers ce qui m'attendait ensuite. Et j'ai conduit la tête haute.